on peut m'apporter un kangourou, le serpent. J'ai eu un lion aussi à soigner. Je suis parti aussi soigner un éléphant. Et moi, j'ai eu un monsieur qui est venu avec son chat. Et là, il s'est mis à pleurer en me disant c'est ce qui lui reste de sa femme. Bonjour à tous, je suis Théo, bienvenue sur Vive, le média validé par l'Hexagone où chaque semaine on donne la parole à des personnes qui racontent des vies et des histoires pas comme les autres. Alors aujourd'hui je reçois Nico Veto qui est vétérinaire depuis plus de 15 ans et qui est maintenant aussi créateur de contenu animalier. Alors chaque jour tu partages sur les réseaux sociaux des conseils, des réflexions et des moments touchants avec les animaux. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui ne parle pas et qui comprend tout? Quand on aime un humain, on mesure, on attend, on négocie. Mais avec un animal, il n'y a rien à prouver. Salut Théo, merci à Vive de me recevoir. Je m'appelle Nicolas Desvart, je suis vétérinaire en Normandie depuis un peu plus de 15 ans, fils de véto. Et je me suis lancé dans la création de contenu depuis à peu près 2 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir vétérinaire? C'était vraiment une conviction depuis que tu étais tout petit? Alors mon père était véto, donc moi je suis né, on avait notre maison, donc à l'étage on vivait, et puis au sous-sol, donc ça paraît bizarre, mais il y avait la clinique vétérinaire. Donc je suis né dans une clinique vétérinaire. Donc j'ai assisté mon père, je me souviens encore quand j'avais 7 ans, tenir les instruments pendant qu'il opérait, réanimer les chiots, partir avec lui en visite pour les vélages, tu sais quand on sort les veaux des vaches, tout ça c'était une passion. Tu vois, ma Madeleine de Proust c'est un peu ça, c'est les odeurs de chirurgie et puis aussi les odeurs quand tu vas dans les champs et voir les bêtes en train de naître et tout ça. Et toi, tu as eu des animaux quand tu étais enfant, adolescent ou... Ouais, tout le temps, chat, chien, on recueillait beaucoup d'animaux en fait, un peu perdus ou abandonnés, et donc on les avait à la maison, mais j'ai toujours vécu avec des chiens, des chats à la maison. Et le métier de vétérinaire, qu'est-ce qui t'apporte concrètement? Beaucoup de choses. Je pense que c'est un des métiers les plus complets. Je ne connais pas de métier où tu es dentiste, gynécologue, médecin généraliste, radiologue, chirurgien. Je peux t'en dire là encore pendant 10 minutes, mais c'est un métier hyper complet. Moi, ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est que chaque jour est différent. Il n'y a pas une journée qui est la même qu'hier. Et puis, tu peux passer de quelque chose où j'opère le matin, à une opération, normalement c'est toujours la même chose, pas du tout. Tu vas tomber sur un petit cas qui est un peu compliqué. Un cas qui va te faire chercher un tout petit peu plus parce que les symptômes sont un peu différents d'habitude. Et puis l'après-midi, tu peux partir en visite, pas mal de choses comme ça. Donc c'est un métier vraiment passionnant. Pareil, dans les types d'animaux que tu opères, qui viennent te consulter, il doit y en avoir beaucoup ou c'est vraiment à chaque fois les mêmes à peu près? Non, c'est rarement les mêmes. Si, je vais te dire, on a quand même plus de chiens et de chats. Et tu vois, je peux avoir une petite souris le matin, un rat, un cobaye, et puis le caméléon qui va arriver, le serpent. On peut m'apporter un kangourou ou des fois des animaux de cirque, des fois. Voilà. C'était déjà arrivé d'avoir un kangourou? Tout à fait, oui, à l'extérieur, qui était vraiment pas très bien. J'ai eu un lion aussi à soigner. Je suis parti aussi soigner un éléphant. Voilà, on s'adapte. C'est la chance que l'on a avec notre métier, nos études, c'est qu'on arrive à soigner de l'infiniment petit, tu vois, la petite souris quelques grammes, jusqu'à l'éléphant à plusieurs tonnes. Et donc toi en études, tu as été formé à soigner tous ces animaux? Tout à fait, oui. Après tu peux avoir des spécialités suivant ce que tu veux faire. Soit les animaux de compagnie, chien-chat, avec les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Et après, tu peux faire aussi les animaux de rente. Alors moi, je touchais un peu à tout, avec les vaches et autres. Et tu peux avoir aussi d'autres spécialités. Après, que chirurgien, voire spécialiste en ophtalmo ou autre. Et on pourrait dire maintenant que tu es un peu devenu le nouvel influenceur veto des réseaux sociaux quand même. Ouais, j'y croyais vraiment pas du tout que ça allait autant marcher. Et puis, écoute, oui, c'est moi qui suis le plus surpris en fait du succès de la chaîne. C'est un peu les conseils que je donne en consultation. Par contre, j'avais pas du tout l'âme de me lancer sur les réseaux sociaux. Je suis hypersensible, donc je déteste le regard des autres et puis même le jugement. Je suis hyper timide. Je déteste m'entendre au niveau des vidéos, ma voix et puis me voir en vidéo. Donc c'était la pire des choses en fait à faire. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit les conseils que tu donnes en consultation, donne-les sur les réseaux sociaux. Puis c'était une sorte de challenge que je me suis fait. Donc ça n'a pas dû être simple au début pour toi, de se prêter au jeu de la caméra, retour, les montages. Alors, même maintenant, même mes vidéos, je ne les regarde pas. En général, je ne les regarde jamais.
Et sur les réseaux sociaux, ton but premier, c'est de transmettre quoi? Ah, Vraiment, les conseils c'est vulgariser mon savoir. Voilà, c'est ce que j'essaye de tout en faire. Moi, mon but, c'est pas d'arriver en tant que sachant, en disant avec des mots compliqués, essayer un peu d'étouffer un peu les choses. Moi, mon but, c'est vraiment d'expliquer simplement. Moi, j'ai été élevé à, je sais pas si tu as déjà vu, Il était une fois la vie, C'est pas sorcier et autres. Moi, c'est mes modèles. Tu vois, c'est explique-moi simplement, de façon simple, pas de façon simpliste. Voilà. Mais évite de mettre trop de choses et tout ça, simple, c'est tout. Et pour toi, c'était important de vulgariser au maximum parce que est-ce que tu penses que peut-être si les gens comprennent mieux leur animal, ils vont mieux s'en occuper? Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est souvent dû à la méconnaissance et puis des fois tu peux tomber sur du très bien sur les réseaux sociaux ou sur internet, voir des choses qui sont complètement à côté, qui peuvent même être dangereux pour nos animaux. Et justement, tu me dis, tu recueillais des animaux abandonnés et tout ça. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner si une famille qui nous regarde aujourd'hui, eh bien, ils voient un animal abandonné? Est-ce qu'ils peuvent l'emmener au vétérinaire? Est-ce que ça sera à leurs frais déjà? Déjà, c'est vérifier si jamais il est bien identifié. Normalement, l'identification, elle est obligatoire. Donc souvent, quand on trouve un animal, il appartient souvent à quelqu'un. Voilà. Donc c'est la première chose. Donc c'est souvent maintenant une puce électronique qui est au niveau du cou. On lit avec un appareil spécifique et on retrouve assez vite le propriétaire. Si jamais malheureusement il n'est pas identifié, c'est plus compliqué, mais bon, il y a encore des gens qui ne le font pas. Donc mettre des annonces un peu partout et puis si jamais il n'est vraiment pas réclamé, là on peut le garder et par contre bien l'identifier. Et justement, si on l'amène chez le vétérinaire pourra nous aider dans toutes ces démarches-là? Tout à fait, oui, on est formé pour ça et puis même en mairie, ils ont aussi des fois des appareils. Voilà. Et il y a des stéréotypes que tu entends régulièrement en consultation qui sont vraiment très dangereuses pour nos animaux? Un peu d'automédication, tu vois, de donner du paracétamol à un chat, ça le tue. Il y a déjà vraiment des gens qui ont donné du paracétamol à leurs animaux? Tout à fait, oui. Et puis même des fois, il y a des choses, mais même des fois, c'est de la méconnaissance en te disant, je vais le soulager pour quelque chose, et tu fais tout le contraire. Voilà. Donc des fois, faut se méfier. On est tombé sur des challenges un peu stupides pour nos animaux qu'on fait pour nous, mais le problème, c'est que nos chiens, ils subissent un peu les aléas de notre stupidité. Voilà, ça on peut le faire aussi avec les animaux. Mon but aussi c'est de dire voilà, c'est vraiment de la cruauté vis-à-vis des animaux. Et même tu mets un piédestal sur le bien-être animal. Pour toi c'est très très important d'en parler. Le bien-être, voilà, c'est la cruauté sur les animaux, de faire souffrir les animaux, c'est vraiment quelque chose qui je supporte plus. Hein. Donc plutôt que de seulement gueuler, tu vois, de passer un message bienveillant, c'est quand même mieux, voilà, et de responsabiliser les gens. Et là, très récemment, tu as sorti un livre sur les chats, sur comment bien s'en occuper, avec même une petite vedette qui est ton chat, je crois, non? Tout à fait, oui, c'est Talango Chat. Donc le but, c'était d'essayer de décrypter un peu le langage du chat pour son humain, parce que le chat ne parle pas humain, il parle chat. Et nous, on essaye d'imposer un peu avec nos critères, notre façon de réfléchir et autres, sur le chat, alors que le chat est vraiment différent. Souvent, on a l'impression de croire que notre chat, c'est un peu comme un chien. Ça, c'est un peu le premier critère. Le chat, c'est un petit chien, c'est la plus grosse des bêtises. Hein. Pour le chien, on est un peu Dieu. Le chat, c'est tout le contraire. C'est lui Dieu, en fait. Et tu vis chez lui. Ça, c'est important de comprendre un peu les choses et sa façon de réfléchir. Le fait des fois de punir un chat, c'est vraiment contre-productif. Hein. Le chat, après, il va associer l'humain à vraiment le diable. Donc, il y a toute une façon de faire, en fait, que j'explique dans le livre. Le chat, ça s'éduque, mais en même temps, on n'impose pas certaines choses. Le fait aussi de l'indépendance du chat, en disant, le chat, il vit sa vie, je m'en fiche. Non, le chat, c'est un être sociable. Peut-être moins que le chien, mais il a besoin de son humain à côté. On dit pas propriétaire pour le chat, on dit humain. Le chat ne nous appartient pas, c'est lui, la plupart du temps, on lui appartient. Mais c'est important de comprendre toutes ces choses-là, parce que sinon on va droit dans le mur avec les chats, et c'est là où on a des problèmes après de comportement, et qui se transmettent après en maladie. Et je voulais parler aussi un peu avec toi des anecdotes que tu pourrais nous raconter sur tes consultations. Alors, tu en as fait des dizaines, des centaines, voire des milliers, je pense. Oui, des milliers maintenant. Exactement. Est-ce que tu aurais une consultation qui t'a plus marqué qu'une autre, que ce soit en termes de positif, de joie, de rire? Alors, j'ai eu en consultation pour un chien, et vraiment, ça a marqué beaucoup de monde, hein, mais en consultation, j'ai eu un petit chien, un chiot qui est arrivé et qui n'était pas bien du tout. Donc je te passe au fur et à mesure, je fais des examens et je fais une échographie. Et puis je vois qu'il y a une sorte de corps étranger à l'intérieur de l'abdomen.
Et donc, je décide d'opérer. Le chien était vraiment pas bien, donc on a réussi à le stabiliser. Et quand j'ai retiré le corps étranger, j'étais tout fier de moi, parce que le chien était sauvé, il allait beaucoup mieux. Et quand j'ai présenté en fait le corps étranger au propriétaire, ça n'a pas du tout été super. Donc j'annonce que le chien va bien, mais par contre, je montre que c'était un string. Voilà. Et là, je vois la tête de la dame, en fait, elle passe vraiment du sourire à faire la tête parce que le string, ça lui appartenait pas. Voilà, donc je pense que j'ai sûrement ce jour-là sauvé le chien, mais par contre, j'ai dû détruire un couple ce jour-là. Donc ça fait... dit la vérité aussi, peut-être. Ah c'était pas mon rôle, mais là, j'étais vraiment trop dans la salle de consultation. Je pense que là, le monsieur, il a dû passer un mauvais quart d'heure, quoi. Et moi, j'avais aussi une question sur les consultations, parce que tu vois énormément d'animaux, tu vois aussi les mêmes, des fois qui reviennent régulièrement, tu les suis. Est-ce qu'on s'attache pas à un moment donné à un animal, et quand on le perd, c'est aussi dur que quand, bien sûr qu'on s'y attache. Moi, maintenant, je vois la durée de vie, c'est à peu près 15 ans, voire 21 ans sur les chats, sur certains chats. Je les vois naître et je les vois partir. On a une relation qui est vraiment spécifique avec justement les propriétaires ou les humains de nos animaux. Et je dirais pas que ça va jusqu'à de l'amitié, pour certains ça l'est, mais quand tu dois annoncer en fait que c'est la fin, que va falloir s'arrêter, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les chiens, tu les vois, ils te connaissent, ils remuent la queue en voyant t'arriver. C'est sûr. Moi qui suis hypersensible, c'est très compliqué de voir la souffrance des gens. Et puis moi, m'imaginer aussi toute la vue qu'ils ont pu avoir avec l'animal, ça peut être compliqué. En plus, toi, en tant que vétérinaire, des fois, tu dois pratiquer l'euthanasie, je pense, sur les animaux. Ouais. Ça va être très dur en tant qu'hypersensible, comme tu dis. C'est très compliqué. C'est un grand pouvoir, des grandes responsabilités. Mais c'est pas un choix facile, c'est pas un acte technique très compliqué. Mais par contre, si jamais je me dis, je fais ça entre 2 consultations, vaut mieux que je change de métier. Donc à chaque fois, ça me prend beaucoup, point de vue émotion. Juste après, je suis un peu vidé. Donc c'est fait pour soulager. Euthanasie, étymologiquement, ça veut dire mort douce. Donc on soulage. Mais c'est vrai que des fois... c'est compliqué. Compliqué aussi pour nous, alors, encore plus pour les propriétaires, mais moi qui ai aussi mes animaux, je sais ce qu'ils ressentent. Et même dans le métier de vétérinaire, je ne sais pas si on vous apprend ça à l'école, mais il y a quand même un côté très psychologique, avec les propriétaires, avec les personnes que tu as en face de toi. Comment tu arrives à gérer tout ça ? Alors moi, je te dis, j'avais la chance d'avoir mes parents vétos, et j'étais aussi sapeur-pompier, donc j'étais beaucoup aussi avant de comprendre un peu les gens. On dit souvent, nous on soigne les animaux, non. Il faut écouter. Ça, c'est la première des qualités pour un vétérinaire, je pense, c'est savoir écouter les gens. Ils viennent pas souvent juste pour une pathologie. Il y a plein de choses derrière. Et si jamais tu ne sais pas écouter, tu passes à côté de la moitié, voire la 3/4 de la consultation. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Les animaux, souvent, ils ne parlent pas, mais par contre, on ressent beaucoup de choses. Et le chien ou le chat va être différent en consultation. Chez eux, c'est différent. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent en consultation en disant « Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne saurais pas vous dire quoi. » Et ils vont traduire en fait certains symptômes en disant « Il vient moins vers moi, il monte moins sur les meubles, avant il allait dans le lit, maintenant il ne le fait pas, il mange moins bien. » Tous ces petits détails-là, en fait, les propriétaires vont pouvoir m'en parler. Et moi-même, avec les animaux, je vais pouvoir les caresser, faire certaines choses, et je vais savoir si jamais il y a une pathologie ou pas. Et justement, même, est-ce qu'on pourrait dire peut-être que le bien-être mental des humains est lié au bien-être mental des animaux ? Je pense qu'il y a une corrélation. C'est un anti-stress. Quand tu as un chat, c'est éprouvé scientifiquement, et quand tu caresses un chat, ça baisse ta tension, ça réduit ton stress, ton taux de cortisol aussi. Donc ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Mais... le chat, ça lui fait du bien. Même le ronronnement, ça a des pouvoirs de guérison, de régénération tissulaire chez nous. Même chez lui. Mais oui, il y a beaucoup d'avancées. C'est vraiment un anti-stress. Mais par contre, si toi, tu n'es pas bien, tu peux aussi, ton chat, c'est un peu un tampon, voire ton chien, tu peux un peu lui rendre un peu la maladie. Moi, ça m'arrive souvent de voir un chien qui ne va pas très bien, ou un chat, et je demande souvent avec... le propriétaire, mais vous allez bien ? Il dit non, ça va pas terrible. Voilà, ça vient de là. Lui, il prend tout. Si jamais
la personne avec qui je vis n'est pas bien, en général, il y a des répercussions derrière sur nos animaux. Ouais, c'est vraiment des duos complémentaires. Ah, tout à fait. Qu'il faut prendre en compte quand on est propriétaire et qu'on souhaite acquérir ou adopter. Par contre, ce qui est très bien, c'est que je leur dis, si vous voulez que votre animal aille mieux, vous devez aller mieux. Et c'est vrai que ça aide, hein, on ne le fait pas que pour nous, on le fait aussi pour notre animal. Et puis des fois, surtout avec certains pet parents, ils n'ont pas forcément d'enfants ou ils en ont, mais l'animal est vraiment fait partie de la famille. Un côté vraiment très psychologique alors. Très psychologique. Est-ce que tu te souviens aussi d'une consultation qui t'a marqué dans le fait où tu as eu du mal à sauver l'animal, où ça t'a pris toute ton énergie, que ce soit mentalement, que ce soit physique? Quand tu m'en parles, c'est vrai que moi j'ai eu un monsieur qui est venu avec son chat. C'est un chat saignant, une petite chatte, et qui avait un début d'insuffisance rénale. Bon, c'est assez courant à cet âge-là. Et j'annonce au propriétaire que c'était pas gagné, et puis voilà, c'était quand même assez grave comme pathologie. Et là, il s'est mis à pleurer en me disant c'est ce qui lui reste de sa femme. Donc tu vois, c'était assez poignant, et puis il m'a dit vraiment, il faut que vous la sauviez parce que j'ai perdu ma femme il y a une semaine, je veux pas perdre deux. Ça serait qu'elle parte 2 fois. Donc ça, c'était un peu compliqué, donc j'ai eu beaucoup de responsabilités sur le dos. Et écoute, on a réussi à la prolonger, elle est encore vivante, mais ça a été, voilà, ce jour-là, je me suis dit, c'est chaud. Et finalement, on pourrait dire aussi que tu es un peu comme un chirurgien, le chirurgien des animaux, tu sauves des vies. Cette notion de sauver des vies, est-ce que tu t'y penses quand tu es sur la table d'opération, ou justement tu préfères ne pas y penser et rester très focus? Alors honnêtement, la plupart du temps, on soulage. Voilà, on va soulager la douleur, il n'y a pas non plus énormément de chirurgie, à part une hémorragie de la rate que tu arrives à clamper, parce que l'animal va mourir tout de suite, ou une dilatation-torsion, où tu remets l'estomac, et puis le temps est compté. Mais la plupart du temps, je dirais que c'est la première, du moins, au début de nos études, on nous apprend qu'on n'est pas des héros. Voilà, on est là vraiment pour, comme tu disais aussi au début, à écouter, mais soulager aussi les animaux. Voilà, c'est le plus important. En fait, même en médecine, tu es là pour rétablir un équilibre pour que l'animal aille mieux. Et si jamais tu ne vas pas changer un organe la plupart du temps ou autre, tu es là pour aider l'organisme à aller un peu mieux, pour reprendre le dessus par rapport à une maladie. Et cette notion de on n'est pas des héros, il faut rester assez humble. Tu penses que c'est hyper important dans ce métier de rester humble? Ah, tu es obligé, de toute façon, tous les jours tu l'apprends. De toute façon, tu peux pas lutter contre, malheureusement, l'animal il meurt toujours un jour, hein, donc ça n'existe pas un métier où on arrive à vaincre la mort. Et justement, peut-être de ton côté, ça sert à rien des fois de s'acharner sur l'animal, de se dire on va y arriver. Il faut trouver ce juste milieu, je pense, c'est ça qui est très dur. Tu poses justement une question vis-à-vis de l'acharnement thérapeutique. Donc le but aussi, mon but, c'est pas moi qui vais prendre la décision d'arrêter sur certains cas, mais par contre je vais expliquer aux gens pourquoi là on va peut-être un peu trop loin, mais c'est pas moi qui prends la décision. Mais je suis là pas pour les influencer, mais plutôt pour leur dire voilà, là l'animal souffre ou pas, mais de façon objective. Mais c'est pas moi qui prends la décision, c'est eux. Et c'est quoi, Nicolas, le conseil que les propriétaires te demandent le plus? Par exemple sur la nourriture, est-ce que c'est bien comme nous de changer tous les jours? Non, c'est mieux de rester tout le temps sur la même chose, d'éviter de trop changer, parce que le tube digestif, que ce soit du chien ou du chat, est assez fragile, et dès que tu commences à modifier, malheureusement, on crée justement des inconforts qui partent en diarrhée ou en vomissement. Donc il vaut mieux toujours rester sur quelque chose à peu près de qualité, mais régulier. Et en termes d'alimentation, est-ce que tu as peut-être des conseils? Est-ce qu'il vaut mieux prendre des choses qu'on trouve dans les supermarchés, certaines marques? Alors, je ne vais pas citer certaines marques, mais par contre, dire qu'il vaut mieux apprendre une alimentation premium. Il y avait un dicton qui disait on creuse sa tombe avec ses dents. Donc ce que tu manges en fait que tu vas être malade ou pas, ou tu vas partir un peu plus vite. Donc vraiment la santé, c'est Hippocrate qui disait que l'alimentation soit son premier médicament. Mais il avait raison. Si jamais tu manges bien, c'est vrai pour nous, moi je te parle d'un point de vue vétérinaire, si jamais on a une bonne alimentation en général pour nos animaux, ils sont moins malades. Donc c'est vraiment, ça démarre par là. Et plutôt croquettes, plutôt pâté, ça c'est vraiment... Alors le pâté c'est 70% d'eau, donc c'est très cher comme chose. Je dirais que pour le chien, pas trop d'intérêt au pâté. Pour le chat, c'est bien d'avoir quand même une alimentation un peu humide de temps en temps. Mais les croquettes, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que ça va faire un peu brosse à dents, ça va croquer au niveau de la bouche et ça va éviter de la plaque dentaire, production de salive. Et on va éviter d'aller voir le vétérinaire pour détartrer après.
Et même, je pense en consultation, peut-être certains te demandent est-ce qu'on doit laisser les croquettes en illimité comme certains le font, ou ça c'est vraiment pas recommandé, il faut essayer de limiter. Par exemple, tu as certains chats qui se débrouillent très bien. Tu leur verses un peu les croquettes pendant la journée et puis ils arrivent à s'autoréguler. Sur d'autres animaux, ça on peut pas. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se jeter dessus, gros repas, et puis ils ont encore faim 3-4 heures après. Donc des fois c'est bien d'avoir des horaires réguliers. Ça dépend vraiment de l'animal. Et tu nous as parlé de plein d'animaux que tu as reçus en consultation, des éléphants, des lions. Est-ce qu'il y a vraiment un animal qui t'a marqué ? Tu te fais waouh, je suis en train d'avoir une consultation. Le lion, ça a toujours été un peu particulier. Là, j'étais intervenu. C'est un lion qui partait après dans les îles et qui avait un problème dedans, donc qui devait être vu par un véto avant de partir. Et j'étais en relation avec un véto qui était spécialisé, et puis donc je devais quand même aller regarder. Donc un lion, c'est un énorme chat, mais bon, dès que ça commence à ronronner, tu l'entends vraiment. Là, c'était impressionnant parce qu'il n'était pas endormi. Donc, tu avais le soigneur qui était là, donc on a ouvert un peu la bouche pour regarder et tout ça. Mais je t'avoue que là, j'en menais pas large, mais j'étais content juste après, mais sur le moment, j'étais pas fier. Il ne l'avait pas endormi Non, faut pas le faire à chaque fois. Sauf si jamais il y a une intervention à faire, mais là, c'était l'auscultation pour voir avec le spécialiste. Donc ça doit te faire des frayeurs quand même quelquefois. Oui, mais bon, c'est ce qu'il fait. J'aime bien les montées d'adrénaline comme ça. Et c'est quoi que les propriétaires vont mal faire le plus souvent ? Alors que ce soit peut-être, je sais pas, qu'est-ce qu'ils font le plus mal que tu entends des fois des absurdités qui reviennent assez souvent ? Des fois, c'est en voulant faire bien. Par exemple, au tout début, on a tendance à trop être sur l'animal sans lui laisser un peu de repos. Donc tout ça, en fait, crée, t'imagines, tu es tout le temps avec une personne et du jour au lendemain, il s'en va. Ça crée du stress juste après. Faut lui laisser un peu de temps aussi à l'animal à être tout seul, à gérer justement son indépendance. Ce genre de choses-là, de trop donner à manger, ça c'est vrai que tu vois, nos animaux domestiques, ils ont un peu les mêmes problèmes que nous. Sédentarité, ils bougent pas trop, ils mangent trop et mal. Voilà, donc ils grossissent. Problèmes d'obésité, problèmes de diabète et autres. Voilà, ça c'est vraiment un des problèmes que je peux avoir actuellement avec nos animaux. Et pour les familles qui nous regardent, on sait que les jeunes enfants, ça peut être à la fois bien et à la fois pas bien pour les animaux. Il faut apprendre aussi à éduquer les jeunes enfants. Exactement. Pour qu'ils calment les animaux et que ce soit une force pour eux. Tu as raison d'en parler. Donc d'abord, un chat ou un chiot, c'est pas un jouet. Donc il va falloir quand même bien regarder que je laisse jamais d'enfant seul avec chat ou chien. Pourquoi ? J'ai pas peur vis-à-vis du chien ou du chat. J'ai plus peur par rapport à l'enfant. Pourquoi ? Il va lui tirer les oreilles, tirer sur la queue, un peu l'habiller n'importe comment. Mais des fois même, je vois des propriétaires qui laissent un peu faire. Et le chien ou le chat va prévenir 2-3 fois en disant « j'en ai marre ». On voit pas les signaux parce que l'enfant ne les connaît pas, ne les reconnaît pas. Et c'est là où l'enfant se fait mordre. Et ça, c'est 70 à 80% des morsures ou griffures se font à l'intérieur du cercle familial. Donc très important, c'est vraiment bien regarder les choses. Alors moi par contre, c'est une chance d'avoir un chien ou un chat dans une famille avec les enfants. Pourquoi ? Parce que c'est ton premier confident. On lui dit tout au chien ou au chat. Et puis il ne nous juge pas juste après. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Ça calme aussi certains enfants. Ça permet aussi de se responsabiliser. Mes enfants, je leur ai demandé de donner des croquettes aux chiens ou aux chats. De le brosser de temps en temps. Voilà. Ça, les enfants, ils aiment beaucoup promener aussi les chiens. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important. Sociabilisation, l'apprentissage et de bien gérer le vivant aussi. Voilà. C'est un être vivant, notre chat et notre chien. Et puis, c'est notre premier apprentissage au tout début. Et on parle des enfants, et les enfants, ça leur arrive des fois d'avoir dans leur chambre un aquarium avec un poisson rouge. Toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir des poissons rouges à soigner, ou c'est assez rare quand même ? Alors, j'ai déjà eu des carpes koi à gérer. Donc, un monsieur qui arrivait avec carpe koi qui était morte et qui m'a dit je lui dis je peux pas faire grand chose. Il me dit si il faut faire quelque chose parce que j'en ai plus d'une centaine après, et puis carpe koi ça coûte très très cher. Voilà, donc c'était un champignon, donc on a dû gérer la pathologie. Donc comment on soigne une carpe koi ? Tu fais plusieurs bains avec certains produits et puis on a réussi à les soigner. Donc il en a plus perdu après, mais voilà, c'était la première fois que je faisais ça. Et les oiseaux, t'en as un petit peu aussi de temps en temps ? On en a énormément, okay. Énormément, des buses et autres. Moi, j'ai la chance de vivre à la campagne, donc on en a assez souvent qui viennent. Après, on les soigne, on les stabilise et puis on les met dans des refuges spécialisés où on les relâche.
C'était déjà arrivé que comme ça des passants viennent t'apporter un pigeon qui était un peu Très pas très souvent. Ah, ça Très arrive souvent. souvent. Oh oui, très Et qu'est-ce que souvent. tu leur réponds du coup? Quand on peut les soigner, on le fait, hein, sinon malheureusement on les soulage. Et justement, ça t'est déjà arrivé de soigner un pigeon et de le relâcher juste après? Bien sûr, oui, souvent. Et ça, quand les gens viennent te voir, ils ont rien à payer. Et ça, en fait, ça dépend du vétérinaire en fonction de... Ah, Ça dépend Ok. beaucoup du vétérinaire, oui, tout à fait. si il est à même de faire les soins. Voilà, mais des fois on peut pas faire grand-chose. Et moi, j'avais une question. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a un médicament qui vient de sortir pour les chiens, comme Mhm. quoi on pourrait prolonger leur vie. Est-ce que ça c'est vrai? Alors, ou ça, c'est faux? T'en c'est- as entendu parler? Alors c'est pas encore sorti en France, c'est sorti aux États-Unis, ça va peut-être bientôt arriver. Apparemment, ouais, c'est assez prometteur, Donc on Peut-être on a pourra entendu prolonger parler, oui. Et c'est pas gadget, non, apparemment ça a l'air de marcher. Ok. Et ça, tu pourrais le recommander si jamais tu vois que ça marche plutôt bien? J'attends de voir quand même des études qui seront faites aussi chez nous, mais voilà, c'est assez prometteur d'après ce que j'ai vu aux États-Unis, oui. Et moi j'avais aussi une question sur les soins vétérinaires qui peuvent parfois représenter une certaine somme pour certains propriétaires et que ça peut être compliqué. Est-ce que tu pourrais l'expliquer pourquoi en France c'est aussi cher? C'est sûrement parce qu'on n'a pas de mutuelle pour les animaux comme nous les humains, parce qu'au final une chirurgie ça coûte aussi cher pour les humains. Il y a beaucoup de matériel, c'est à peu près le même matériel qu'on peut avoir en humaine ou chez nos animaux. Donc dans une clinique vétérinaire, maintenant tu as un appareil radio numérique, donc c'est-à-dire que tu prends la radio, c'est plus les autres bains, on prenait la radio, on plongeait dans plusieurs bains. Là, en même pas 10 secondes, tu as directement la radio. Donc c'est quelque chose de très rapide. On a des appareils aussi d'analyse sanguine, on a des appareils maintenant d'anesthésie et autres. C'est vraiment du haut de gamme, hein. On peut opérer pratiquement un être humain dans nos cliniques vétérinaires. D'ailleurs, quand il y a eu le Covid, on nous a réclamé un peu notre matériel pour soigner, parce qu'on était en manque en humaine. Tout ça, ça coûte très très cher. Très très cher. C'est vrai qu'on n'a plus de notion de prix, hein, du moins avec nos patients, nous patients humains. Hein. Moi qui étais en sapeur-pompier, je savais combien coûtait une ambulance de sapeur-pompier, mais aussi une chambre à soins intensifs et autres. Ça coûte très très cher. Et c'est vrai que ça, on n'a aucune notion parce qu'on ne paye rien. On le paye indirectement, mais... Et dans une clinique vétérinaire, oui, il y a beaucoup de coûts en fait. Hein. Moi qui étais gérant d'une clinique, je voyais combien ça coûtait. Et le plus cher, c'est pas forcément le vétérinaire, hein. C'est vraiment le matériel et autres. Et ça justement c'est quand même à prendre en compte avant d'adopter un animal. Oui, non, c'est vrai que c'est un coût quand même un animal, il faut le savoir, que ce soit en nourriture. Après, il faut prévoir l'imprévisible, hein, qu'il y ait un problème sur le chien. Plus il est gros, plus ça coûte cher, c'est vrai, hein, une chirurgie osseuse. Hein. Mais les vétérinaires ne roulent pas forcément sur l'or malgré ce qu'on croit. Tu penses que le coût élevé, ça pourrait être lié aussi au nombre d'abandons qui explose en France, ou tu penses que c'est deux choses différentes? Je pense que c'est deux choses différentes quand même, parce qu'on arrive toujours à s'adapter vis-à-vis des coûts. Hein. Des fois, on n'est pas obligé de partir sur tout, faire des analyses sanguines ou autre. On essaie de trouver une solution par rapport à la pathologie. Il y a un juste milieu. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu pourrais nous dire quel est pour toi l'animal le plus fragile, justement, en termes qui va demander le moins de soins? Est-ce que c'est plutôt le chien, le chat? Ça va dépendre peut-être des espèces aussi. Celui qui va te demander le plus de soins, je dirais que souvent ça peut être certains chiens avec certaines, tu vois, je pense au brachycéphale, bulldog français et autres, qui est assez fragile. Voilà, donc on sait que souvent il va y avoir des opérations au niveau du voile du palais, hernie discale et autres. Donc ça, c'est vrai que c'est des animaux qui sont assez fragiles. Le charpé et autres, et qui peuvent avoir des problèmes cutanés et autres. Donc tout ça, c'est vrai que c'est un coût. Plus l'animal est gros, et puis si jamais il a besoin de soins, que ce soit antibiotiques ou anti-inflammatoires, c'est par rapport au poids. Donc ça, c'est assez coûteux et puis assez fragile aussi. Le chat est quand même assez robuste. C'est peut-être le moins fragile. Après, le lapin, les nacs sont assez fragiles quand même. Ils sont assez rarement malades à partir du moment où ils sont bien soignés, mais malheureusement, quand il y a une pathologie, ça peut être grave, très vite. Et là, tu me dis justement le chat peut être assez robuste. Moi, par exemple, j'avais un chat qui a sauté du 8e étage de notre immeuble, qui est pas mort. Il s'est fait écraser par une moto, il est pas mort. Ouais. Et toi, t'en vois souvent des chats quand même qui résistent. On appelle ça les chats parachutes. C'est impressionnant de se dire que des fois, 3, 4e étage, le chat peut retomber sans rien avoir. C'est vraiment parce qu'il a une... au niveau de la colonne vertébrale, c'est assez plastique, hein, donc il arrive assez vite à se retourner, et tu as un système d'amortissement. Faut pas non plus que ça soit au-dessus de certain nombre d'étages, hein, parce que là tu peux avoir des fractures de la mâchoire, hernie diaphragmatique, une rupture de la vessie et autres.
mais ils s'en sortent pas si mal que ça. Hein. Nous, on tombe du 2e étage, en général, c'est pas bon. On a tous adopté Tout à fait. la colonne vertébrale des Voilà. chats. Et moi j'avais aussi un conseil à te demander. Imagine, je suis sur la route, je prends la route, et là sur le côté de la route, je vois un animal qui est endommagé. Alors que ce soit, je sais pas, un cerf, ça peut être une biche, vraiment n'importe quel animal. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le premier réflexe à En avoir? plus, c'est une bonne question parce que ça arrive beaucoup Ah. en ce moment. Déjà, il faut faire attention à toi. Je dirais que tu vois, ça c'est mes réflexes de pompier. Hein. J'ai fait une formation là-dessus sur les accidents de la route. Donc la première chose, c'est faire attention aux suraccidents, donc se mettre en warning pour prévenir les autres, se protéger soi. Pourquoi? Parce que c'est un animal sauvage, mais ça peut être un chien ou un chat. Donc de ne pas se faire mordre, de ne pas se faire griffer, faire attention quand même aux sangliers et autres qui ont l'air pratiquement de faire un peu les morts, entre guillemets, et qui peuvent se relever très rapidement. Donc c'est très dangereux. Il faut savoir qu'un sanglier, ils ont des défenses, ils peuvent te transpercer. Donc faire très attention, avoir un grand drap. Voilà, on s'approche, on y va tout doucement, et puis après, on essaye de prévenir quelqu'un pour le déplacer. On évite de transporter un animal accidenté dans sa voiture. Voilà, on prévient toujours les pompiers ou autres. Et les pompiers peuvent être amenés à Si c'est un transporter- animal blessé, la plupart du temps, oui. Ou sinon, ils t'enverront quelqu'un de spécialisé. Mais il y a des cellules spéciales pour les animaux sauvages et autres. Justement, il va y avoir une meilleure prise en charge en fonction si c'est un animal qui a une espèce menacée, une espèce en voie de disparition, que un animal. En général, un animal, de toute façon, on va le gérer. Et tu parles beaucoup du bien-être animal. Comment tu arrives à voir si l'animal il va super bien, que ce soit mentalement et physiquement, toi? Est-ce que tu arrives à le voir en consultation? Ah là, il se plaît énormément dans cette famille. Oui, Ça, tu c'est le vraiment- regardes avec les pupilles, il y a toute une posture. Hein, donc, il y a du non-verbal chez l'animal, hein, comme je te disais, il ne parle pas, mais il s'exprime énormément. Et ça, il faut pouvoir lire justement dans le comportement de l'animal. Donc, ça va être avec les oreilles, ça va être avec les pupilles, de sa façon de se tenir, le port de la queue et autres. Sa façon de se tenir, voilà, de sentir en fait. Après, moi, j'ai acquis au fur et à mesure, j'arrive à ressentir les choses, donc je sais si jamais l'animal souffre ou pas. Et c'est pareil, on peut se faire avoir, mais un animal qui ronronne, un chat qui ronronne, c'est pas forcément du bien-être, ça peut être aussi de la souffrance ou du stress. Voilà, donc c'est décoder toutes ces petites choses-là. Ça va être aussi avec les miaulements ou avec une certaine respiration. Là, je vais savoir si jamais il y a du stress, si jamais il y a de la douleur aussi, l'inconfort. Et justement, en parlant du bien-être animal, il peut y avoir aussi des problèmes de cohabitation avec les autres animaux dans la maison. Ça Tout à doit fait. arriver souvent et on doit souvent te poser la question. Ah oui, tu vois, j'ai eu énormément de problèmes de pipi chez le chat là dernièrement, du stress. Le chat va pas bien, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas de la malpropreté, c'est plutôt, voilà, je vais te montrer que je vais vraiment pas bien. Il Donc envoie c'est- des signaux d'alerte. Exactement, c'est vraiment de la frustration ou autre. C'est pour ça qu'il va peut-être te faire pipi sur ton lit ou sur tes vêtements, mais parce que je suis pas bien et je sais pas comment te le montrer. Et justement, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner si on a à la maison un chien et un chat qui n'arrivent pas à s'entendre? Alors, C'est très dur si c'est pas depuis la naissance qu'ils oui, s'entendent. c'est vrai. Donc, faut pas forcer les choses. Faut pas dire, tu vas les forcer à s'aimer ou pas. Faut plutôt essayer d'avoir un territoire un peu différent. Donc, le chat, on n'y pense pas, mais son territoire, il se fait aussi en hauteur. Donc, pas hésiter à avoir plus qu'un arbre à chat. Des fois, c'est certaines étagères. Et quand il veut pas voir le chien, il va s'y soustraire pour se mettre un peu au-dessus. Et ça, si jamais il est un peu à l'abri, sans stress, il va moins essayer de foutre une peignée au chien et autres. Il a son territoire, le chien a son territoire, on peut manger pratiquement à côté de l'un de l'autre, mais par contre, tu me fous la paix quand j'ai envie de dormir ou autre. Vraiment que chacun ait son intimité, c'est hyper important. C'est important, le territoire Se est très calmer. très important. Et après, tu vois, sur les chats, quand tu as plusieurs chats, ce qui arrive assez souvent, mais c'est toujours avoir au moins le même nombre de litières par rapport au nombre de chats, plus une. Voilà. Et que les litières soient assez nettoyées. Parce que le chat est un animal très propre, mais il supporte pas si jamais ses toilettes sont sales. Même en parlant du chat, c'est un animal aussi qui est très dans l'exploration et il peut aller sur des kilomètres entiers à la ronde. C'est justement comment on arrive à gérer les peurs des propriétaires qui ont peur de le perdre. Parce qu'un chat, on peut avoir peur de le perdre si on le lâche dans le jardin, par exemple. Alors, moi, j'ai mes chats, hein, et c'est des chats qui ont tendance à aussi aller voir un peu tout le voisinage. C'est mieux pour eux de pratiquement ne pas leur donner à manger toute la journée. Parce que sinon ça va être comme des ados, ils vont rentrer juste pour picorer et puis après ils vont repartir et puis ils vont même aller picorer chez les voisins. Donc le mieux c'est, moi le soir, la plupart des chats se font écraser le soir. Pourquoi? Parce qu'ils sont éblouis par les feux de voiture, ils ont un réflexe d'immobilisation et puis ça ils passent sous la voiture. Donc en général moi j'ai une chatière, mais à partir d'une certaine heure, pouf, elle est fermée. Et Voilà. ils savent que... Ouais, ils sont au courant, voilà, maintenant. Bon, après, je leur laisse peut-être un peu plus en été, où il fait un peu plus de luminosité. Mais sinon, la plupart du temps, voilà, j'essaye
que ça soit assez cadré. Donc il y a une Comme grosse, des ados. grosse horloge biologique chez les animaux. Oui, ils arrivent à ça. Ouais, sans problème. Et pour parler santé mentale aussi des animaux et même du bien-être mental, Hmm. est-ce que tu remarques qu'il y a une plus grande prise de conscience maintenant auprès des propriétaires qui font beaucoup plus soin, qui prennent beaucoup plus soin de leurs animaux? Ah oui, tout à fait. Ça a vraiment changé pour toi? Oui, ça a vraiment, vraiment changé. Le bien-être, ou même de voir un animal stressé, oui, ou qui est vraiment pas bien dans sa tête. Hein. Il y a certains chats, certains chiens qui rentrent en dépression suite à un décès, suite à certains changements. On a de plus en plus aussi de couples qui se séparent. Le fait de ne plus voir une certaine personne, bien sûr que ça atteint nos animaux. Donc tout ça, on doit gérer. Alors pas seulement avec des médicaments, mais c'est en leur parlant, en essayant de les distraire un tout petit peu, faire évoluer les choses, mais ça nous aide aussi. Et toi justement, tu as des techniques aussi sur les chiens ou les chats pour les apaiser, que ce soit les caresser d'une certaine façon, leur parler. Je pense que le dialogue il est important même s'ils ne vont pas nous comprendre. Le dialogue est très important, vraiment. Tu caresses aussi ton chat, mais le chat ne comprend pas, il comprend pas le français, mais par contre il va comprendre l'intonation, il va vraiment tout nous ressentir, hein, si jamais ça va ou si ça ne va pas. Donc il faut essayer vraiment d'essayer d'aller mieux. Hein. Avec le chien, c'est aller se balader un tout petit peu plus, mais lui parler, des fois se confier en disant le chien comprendra si jamais on a de bonnes intentions. Et pareil pour les chats, t'as sorti du coup un livre sur eux. Est-ce qu'on pourrait essayer de comprendre leur miaulement ou pas, tu penses des fois? Oui, il y a des miaulements. Alors, tu vois, c'est pareil, c'est une idée reçue, mais le chat miaule rarement. Il miaule souvent, c'est pour son humain, mais entre chats, il miaule rarement. Sauf quand ils essayent de se bagarrer, des choses comme ça. Mais tu vas pas avoir deux chats en train de se parler, ça n'existe pas. Ils vont communiquer juste par leur posture, c'est tout. Les miaulements, c'est quand même assez rare entre chats. Et toi, pour toi, c'est quoi le plus grand défi que les vétérinaires vont devoir faire face dans les prochaines années? Est-ce que c'est peut-être l'automédication avec les intelligences artificielles où maintenant tout le monde peut les avoir et peut-être pouvoir demander à ChatGPT ou autre. Comment je peux soigner mon animal? Et ça peut être dangereux, je pense. Comme en humaine, en fait, hein, c'est de faire de l'automédication, oui, c'est vrai. Et puis de pas forcément croire son vétérinaire en disant moi j'ai vu dans Google ou ChatGPT m'a dit qu'en fait tu te trompais, c'est ça. Je pense que tu m'as dit qu'on en parlera après sûrement, mais des objets connectés qui vont pouvoir nous aider. Mais ce challenge, il est peut-être là de se dire on va évoluer avec le temps. Le mieux, c'est d'avoir la meilleure médecine possible, mais en même temps en restant quand même humain derrière. Voilà. Et justement, toi en consultation, tu utilises déjà les IA ou même les objets connectés. Tu m'as dit les radios, maintenant c'est beaucoup plus connecté qu'avant. Les radios sont connectées. Maintenant, tu peux faire une échographie, c'est vu par un spécialiste à distance, en direct. De façon beaucoup plus simple, tu vois, tu as des colliers connectés sur les animaux. Comme nous, avec notre montre connectée, tu peux savoir le nombre de pas que le chien ou le chat a pu faire, savoir où il est directement. Pour certains chats, combien de fois il était à la litière ou autre. Il y a pas mal de choses maintenant. Et puis même, tu as des litières connectées qui vont te dire est-ce qu'il y a une infection urinaire, le taux de miction et autres. Voilà, des choses très intéressantes. Et tout ça, tu vois vraiment au quotidien que c'est en train d'allonger peut-être l'espérance de vie de nos animaux? Ça nous permet de voir certaines pathologies le plus tôt possible. Et si jamais tu vois certaines pathologies le plus tôt possible, tu arrives à mieux les soigner. Donc toi, au quotidien, tu vois quand même que l'espérance est en train de rallonger avec des chats qui vivent beaucoup plus Tout à longtemps, fait. pareil, des chiens. Exactement, oui. Et donc toi, le défi vraiment au cœur du métier plus tard, ça va être gérer cette intelligence artificielle, gérer ces nouveaux objets connectés, ou il y en aura peut-être un autre défi? C'est de l'intégrer, et puis là, on est en train de le faire vis-à-vis du bien-être, hein, de pouvoir lire justement, reconnaître de façon faciale nos animaux, dire là ça va pas. Mais voilà, c'est bien les objets connectés, mais faut pas que ça nous déconnecte en fait de nos sens. Voilà. Il n'y a rien qui remplacera en fait moi ma façon de voir l'animal, le ressentir en fait, ça faut pas le perdre. Voilà. Et si toi, tu avais une baguette magique aujourd'hui et que tu pouvais changer quelque chose sur la façon dont on a de s'occuper de nos animaux, que ce soit à la maison ou même en élevage, ça serait quoi que tu voudrais changer? Parce qu'en élevage, il y a aussi des choses à faire, je pense. Il y a des choses à faire. Alors moi, j'ai eu de la chance que ce soit pour les bovins ou les chevaux. Peut-être des fois en course, c'est encore un tout petit peu différent. Mais chez les bovins, moi, c'était du laitier ou de l'allaitant pour la viande. Ils avaient tendance à bien soigner leurs animaux. Tu vois, ils s'en occupaient, ils ont compris qu'en fait,
de leur donner bien à manger, mais pas de leur taper dessus, pas de les stresser trop, à la fin, ça donnait un animal qui est en bonne santé, un bien-être, et qui, à la fin, même si c'était du lait, la vache, elle donnait du bon lait, une bonne quantité, il n'y avait pas besoin de stimuler autre chose. Et sur la viande, il y avait moins de pathologies. Voilà. Donc ça, je dirais que j'ai eu de la chance d'avoir des éleveurs qui avaient compris le truc largement avant. Voilà, c'est le bon sens paysan aussi. Et justement, et toi en consultation, malheureusement, c'était déjà arrivé de tomber sur des animaux qui étaient maltraités, tu l'as remarqué? Ah oui, oui, oui. Et ça se voit... Ça se voit assez rapidement. Tu vois, là, je suis en train de penser à un chien, un chiot, qui était déjà... il mordait déjà pas mal dès le début, donc j'avais prévenu le propriétaire qu'il fallait faire attention, pas jouer à certaines choses. Et le monsieur me dit, non, je veux vraiment un chien pour le mordant. Je dis, non, c'est trop tôt. Et puis je dis, vaut mieux avoir un chien bien dans sa tête, et puis après, vous pourrez le faire. La fois quand je l'ai revu, on n'a pratiquement pas pu faire le rappel de vaccin. Et j'ai bien vu que la femme qui était juste à côté avait peur, et l'enfant aussi. Et un mois après, qui c'est qui s'est fait mordre? L'enfant au visage. Voilà. Et le monsieur m'a porté le chiot à euthanasier pour ça. Donc voilà, le monsieur était complètement dans le mur. Je l'avais prévenu plusieurs fois. Lui, par contre, il ne doit plus avoir de chien, cette personne. Donc on a réussi à placer le chien. Mais par contre, lui, je pense qu'on devrait avoir, ça va choquer certaines personnes, mais avoir une sorte de permis, une formation, c'est peut-être mieux qu'un permis, pour avoir un animal. C'est quelque chose de pas trop long, c'est fait dans certains pays, mais on parlait de bien-être, des petites heures pour comprendre comment un animal en fait vit, ses besoins, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, sur une journée, je pense que ça serait pas mal. Voilà. Et justement, vous, en tant que vétérinaire, vous n'avez pas le droit d'enlever un animal à un propriétaire? Maintenant, on a le droit de signaler. On a le droit de signaler. On n'est plus tenu au secret professionnel quand il y a maltraitance. On a le droit, mais c'est aussi un devoir de le faire. Ça, c'est important. Très important. Mais avant, on était un peu limité, donc là, on n'a aucun problème par rapport à ça. Les choses changent et sont en train de changer. Tout le monde peut le faire aussi. Si malheureusement on voit un animal un animal qui est maltraité, il faut dire à la mairie. Il y a aussi des numéros d'urgence pour pouvoir le dire. Alors Nicolas, maintenant j'ai un petit jeu à te proposer. Donc c'est un format oui ou non. Tu as le droit de répondre que par oui ou par non. Ah, ça va. Si c'est entre les deux, tu as le droit aussi de dire. Okay. J'adore jouer. Alors, est-ce que tu as déjà failli abandonner la médecine vétérinaire à cause de la pression émotionnelle? Oui. Beaucoup de fois? J'ai fait un burn-out. Okay. Donc oui, tout à fait. Donc vu que je suis hypersensible, oui, à un moment c'est très compliqué. Ouais. Est-ce que tu rêves parfois de travailler uniquement sur les réseaux sociaux et oublier la clinique? Ça serait compliqué, donc je dirais non. Est-ce que tu as déjà pleuré devant un propriétaire d'animal après l'avoir euthanasié? Oui, bien sûr. Ah, ça t'arrive? Plusieurs fois. C'est ça qu'il faut rester humain, c'est important. Ouais. Ils veulent le côté pro, mais on n'est pas des machines. Non. Est-ce que tu crois que chaque propriétaire devrait avoir une formation minimale sur la santé mentale? Tu vois. On en a parlé. Bien sûr, oui. Est-ce que tu as déjà eu peur de faire une erreur grave lors d'une consultation? Bien sûr, oui, tout à fait. Ouais. On dit souvent errare humanum est, l'erreur est humaine, mais donc on apprend tout pour éviter d'en faire, mais non, c'est impossible de jamais faire d'erreur. Est-ce que tu utilises l'IA ou des outils numériques dans ton travail aujourd'hui? Bien sûr. Est-ce que les réseaux sociaux ont changé la façon dont les gens perçoivent maintenant les vétérinaires? Je pense que oui. Maintenant, ils font très attention, donc ils écoutent. Nous, on est là aussi en rôle d'expliquer un peu les choses et de faire le lien entre le propriétaire et puis le vétérinaire aussi. Et dernière question, est-ce que tu as un animal chez toi que tu vas consulter toi-même s'il est malade? Ah oui, ça c'est toi qui le consultes Ah oui, mes animaux, oui, tout à fait, c'est moi qui les soigne. Après, j'aime bien avoir un deuxième avis par des amis, mais pour confirmer les choses, parce que je suis le propriétaire ou l'humain de l'animal, donc des fois, est-ce qu'on est vraiment objectif? Mais la plupart du temps, oui, non, c'est moi qui les soigne. Et là maintenant on va faire un petit jeu, donc on va parler des chiens, et je vais te proposer plusieurs aliments, et tu vas me dire si oui il a le droit de les manger ou non il n'a pas le droit de les manger. Ça marche. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes sur l'alimentation, et des fois on peut donner des carrés de chocolat, mais on va voir si c'est bien ou pas. Alors est-ce qu'on peut donner du fromage à un chien? En toute petite quantité, pourquoi? Parce que c'est très gras quand même le fromage. Ou c'est pas si bien adapté. À chaque fois, par exemple, tu vois un petit carré de camembert, en fait c'est pratiquement un camembert entier pour certains animaux. Donc t'imagines, faire attention. Il le digère beaucoup moins que nous. Déjà, nous, certains fromages, on a du mal à les digérer, donc on évite.
L'avocat maintenant. L'avocat, faut mieux éviter. Voilà, ça peut être toxique, aucun intérêt, c'est très gras et nos animaux le digèrent pas. Le poulet cru. Le poulet cru, non, c'est pas bien. Ça contient beaucoup de bactéries. Même pour nous, tu mangerais pas du poulet, donc c'est toujours cuit. C'est une très bonne viande, mais toujours cuit. Et en parlant de poulet, les os cuits qu'on donne souvent aux animaux. Allez, des os cuits, Ouais. vaut mieux éviter. Pourquoi ça casse et tu y retrouves, ça peut percer certains organes comme l'estomac ou le tube digestif, les intestins. La pastèque maintenant. La pastèque, pas si mal que ça peut rafraîchir le chien, mais bon, les pépins, on évite. Le chocolat, justement. Le chocolat, c'est toxique, surtout le chocolat noir, qui contient de la théobromine et qui a une action au niveau des globules rouges qui vont les détruire. Donc jamais, jamais, jamais de chocolat noir. Tu vois, même 2-3 carrés, ça peut tuer un petit Yorkshire très rapidement. Un petit bout de jambon qu'on donne comme ça à son chien. Oui, c'est très salé, donc on évite quand même, surtout sur les animaux cardiaques. Non, je suis pas fan. Le yaourt nature maintenant. Yaourt nature, chez le chien ou le chat, bah, on aime bien faire lécher la faim, mais donner tout un yaourt, pas trop d'intérêt. Il digère pas le lactose, donc pas d'intérêt. D'ailleurs, le lait pour les chiens. Pas d'intérêt du tout. Bon, Aucun intérêt. déjà, c'est pas un liquide, c'est un aliment, le lait. Je dirais non, aucun intérêt pour. Et le raisin pour finir. Le raisin, c'est toxique, ça va créer une insuffisance rénale chez nos animaux, alors que on peut se dire que y a rien d'autre. Non, c'est toxique le raisin. Jamais de raisin à un animal. Donc ça, il faut vraiment que aussi les propriétaires ils prennent conscience de ça. C'est parce vrai. on pourrait donner à la fin de l'assiette au dessert sans faire exprès et Mais sans s'en rendre compte. J'ai des propriétaires qui m'ont dit j'ai toujours donné un peu de raisin, mais jusqu'au jour où tu commences à avoir une insuffisance rénale à partir du moment où 3/4 des reins ne fonctionnent plus. Ok. Donc ça va très vite. Donc jamais. Et maintenant, un dernier format. Là, c'est tu peux répondre que par un mot. Ah. Alors, t'es vrai? Ouais. Alors, ton animal préféré? C'est dur. Hein. Chat, mais voilà, j'espère que mon chien m'écoute pas. Le mot qui te décrit quand t'es en consultation. Gentil. Maintenant, le mot qui te définit quand tu réalises une belle guérison et que t'es fier de toi. Quand j'ai fait un bon diagnostic, Ouais. je suis content. Le mot maintenant quand tu vois un animal souffrir. Écœurement. Un mot pour responsabilité. Pour tes responsabilités. Puissance. Un mot pour les réseaux sociaux aussi. Viral. Un mot que tu entends souvent quand les gens parlent de vétérinaire dans la rue. Médecin de famille. Le mot qui te définit pour ton rêve professionnel. Audace. Et enfin, le mot pour Vive, pour notre média. Je dirais le même. Audace. Faut Ok. être audacieux. Et maintenant, on va conclure cette interview ensemble, Nicolas. Tu sais que notre média, il s'appelle Vive. Et toi, si tu devais terminer cette phrase, vive quelque chose, tu dirais vive quoi? Vive la vie, vive... Moi je dirais, je sais pas pourquoi, vive voix. Mais voix dans tous les sens du terme, que ce soit voix de direction, mais la voix aussi telle celle-ci. Et je pense que voilà, c'est très important. J'aime ce mot, vive, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite, Nicolas? Peut-être un deuxième livre bientôt? Sûrement un deuxième livre et puis de continuer comme ça sur la croissance. Magnifique. Est-ce que j'ai une question que j'ai oublié de te poser, que tu aurais bien aimé qu'on aborde ensemble? Je n'avais pas réfléchi à ça. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Peut-être si jamais j'avais quelque chose à refaire. Ouais. Et tu referais quoi? Tu referais quelque chose ou pas? Non, je pense Tu que changerais rien? je changerais rien. Rien du tout. Rien du tout. Ton parcours, il est comme tu voulais? Oh, mon parcours, tu sais, moi j'étais pas très bon à l'école, donc donc j'aurais jamais cru être là avec toi en train de parler de vétérinaire. Moi, si jamais j'avais écouté les profs, ils m'auraient dit non, tu restes à ta place, fais pas de longues études et puis vois ce que tu peux faire avec tes moyens. Donc non, c'est la ne rien passion- changer. C'est la passion qui t'a fait tenir. L'audace. L'audace. Et t'auras un mot à adresser aux petits jeunes qui vont te regarder et qui ont envie de se lancer comme toi dans le métier de vétérinaire. De pas écouter les autres voix, d'écouter plutôt la sienne, mais plutôt la bonne voix, pas celle qui dit non, allez, laisse tomber, fais le parcours facile, mais toujours tenter les choses, d'aller à fond dans les choses et croire en soi. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et puis aux parents aussi, de dire, même si c'est des paris fous et autres, voilà, dire qu'on n'utilise peut-être que 20% de nos possibilités, c'est se pousser à fond pour franchir les montagnes. Et c'est bientôt la fin de l'année 2025. Ça serait quoi ton meilleur souvenir en 2025? Je dirais, bizarrement, j'ai fait une conférence en anglais alors que je ne parle pas anglais. Voilà, c'était un défi pour moi, devant un peu plus de 4000 personnes. Et je suis nul en anglais. Voilà, ça c'est un de mes grands défis que j'ai pu faire cette année. J'ai eu très 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 peur. Puis malgré la peur, je l'ai fait. Voilà, et puis ça a très bien marché. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2026?
Ce serait quoi ton vœu? C'est encore plus de voyages, rencontrer encore plus d'animaux l'année prochaine, de faire des super reportages. J'aime bien terminer par cette question. Est-ce que tu es fier de toi aujourd'hui, Nicolas? Je suis très fier de moi. J'aurais pas pu te dire la même chose il y a peut-être 2-3 ans, mais là je peux te le dire, ouais, je suis fier de moi. Et tu as un mot de fin à adresser à ceux qui vont te regarder? J'aime bien cette parole de Virgile qui dit la fortune appartient aux audacieux. Voilà, tu vois, c'est toujours le mot audace, hein. C'est vraiment mon mot de cette année. C'est pas le fortune en tant qu'argent, mais c'est aussi pour pouvoir avoir les choses, il faut se donner les moyens et être courageux pour pouvoir le faire. Merci beaucoup Nicolas pour cette interview, c'était vraiment très agréable et j'espère que ton aventure va continuer, que tu vas changer encore des choses sur la santé des animaux et le bien-être animal. Merci beaucoup Théo. Alors pour nous, vous pouvez retrouver cette interview sur YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, mais aussi Spotify. N'oubliez pas de vous abonner et nous on se retrouve très vite sur tous nos réseaux sociaux pour découvrir encore plus d'histoires extraordinaires. Ciao!